On va commencer donc, ce qu'on a mis dans la série des échanges du monde qui change. Avec, on a choisi un titre un peu provocateur, mais l'esprit du débat, c'est surtout d'essayer de voir de quelle manière on peut évoluer aujourd'hui sur les questions d'élevage, sachant que un affrontement entre des gens qui veulent absolument rien bouger d'un côté et des gens qui veulent rien savoir de l'élevage de l'autre côté, ça présente pas vraiment d'intérêt parce qu'il n'y a rien à se dire. Donc, ce qui, moi, m'intéresse, c'est ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire des gens qui ont un certain nombre de pratiques et qui, au quotidien, essayent d'évoluer sur cette question, qui est une question très importante. Vous savez que dans la grande école d'agronomie, où je m'occupe de tout le patrimoine, on a fait une exposition... une grosse exposition diffusée avec la Ligue de l'enseignement qui s'appelle Humain-Animal, donc et depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, les rapports que nous avons avec les animaux. Et c'est une question qui est très importante. Et on a mon souci du graphisme. On fera un hommage l'année prochaine dans la rue principale à Claude Baillargeon, que évidemment Michel Bouvet connaît bien, qui est un très grand graphiste. Et Michel a fait sa dernière affiche publique pour nous, justement pour Humain-Animal. Voilà, avant de malheureusement nous quitter. Donc, dans ce débat, je vais donner la parole successivement aux uns et aux autres, et chacun va se présenter pour expliquer comment ils travaillent, quels sont leurs types de pratiques et quels sont leurs types de réflexions aujourd'hui sur cette question. Et puis après, on aura un débat général sur l'élevage aujourd'hui, la place de l'élevage et notre rapport aux animaux. Voilà, on va faire ça comme ça. Vous êtes placés comme ça, donc on va faire dans l'ordre. Donc, on a Stéphane Dinard, qui est vice-président de l'association Quand l'abattoir vient à la ferme. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et qui nous est venu de Dordogne. De Dordogne, voilà. Eh bien, Stéphane, on est très content. Et puis, vous allez nous expliquer un petit peu comment vous pratiquez et vos réflexions sur la question. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis installé en Dordogne sur une petite ferme en polyculture élevage. Donc, du porc en plein air et une dizaine de vaches et de la volaille en bio. Et ce qui m'amène ici aujourd'hui à venir discuter avec vous, c'est que j'ai fait un choix. Alors, je suis installé depuis 2005. Et à partir de 2008, j'ai fait le choix de plus amener mes animaux à l'abattoir en ce qui concernait les bovins et les porcs. Et donc de mettre en place un outil chez moi de manière à réaliser l'abattage de mes animaux. Et aussi avoir un laboratoire pour la transformation, parce qu'à partir du moment que j'ai fait ce choix-là, je pouvais avoir accès au niveau de la vente, que de la vente directe avec des gens en accord avec ma démarche. Bon, c'est juste une présentation, je pense qu'on fait le tour. Hein. Voilà. Donc, moi, je suis installé ici depuis une vingtaine d'années, quoi. Donc on élève des vaches limousines, on a fait un peu de vente directe et puis on a un peu laissé tomber là. Donc tous nos animaux, en fait on fait des veaux qui partent en Italie ensuite pour l'engraissement, quoi. Donc nos veaux ils naissent chez nous, ils sont avec leur mère jusqu'à l'âge de 7-9 mois, quoi. Et dehors en général, enfin ils suivent leur mère, quoi. Et c'est principalement avec de l'herbe, comme on ne peut pas trop faire de culture. Et puis ensuite, on produit, donc ils sont complémentaires avec des céréales qu'on produit. Donc on produit des céréales, des métailles, c'est-à-dire c'est des cultures associées. C'est 3, 4, 5 sortes de céréales, des légumineuses avec, ce qui fait qu'on sème tout en même temps. Et c'est un peu le principe des arbres, là. En fait, c'est la diversité des espèces qui font que quand on sème beaucoup de choses, on a toujours quelque chose qui s'en sort plus ou moins suivant les endroits des parcelles ou comme ça. Et on arrive à tout faire pousser en même temps. Donc après, on n'a pas des... C'est des cultures économes, disons, parce qu'on met très peu d'intrants.
Et après, on n'a pas des rendements de céréaliers, mais on préfère, quand on moissonne nos métailles, on a des valeurs qui sont proches des aliments que nous proposent les commerces, quoi, qui sont tout aussi efficaces, parce que nous, c'est que des matières premières, c'est que des céréales nobles. Alors que dans les aliments qui nous sont vendus, ils font les valeurs et ensuite ils finissent de faire les granulés avec ce qu'ils trouvent pour faire le bouchon de granulé, quoi. Donc en fait, tout ce qu'on produit, c'est autoconsommé. Et voilà, quoi. Donc on ne travaille plus la terre, on fait que du semi-direct. On ne travaille plus le sol, on fait des couverts végétaux, c'est-à-dire que la terre ne doit jamais voir la lumière, quoi. Et parce qu'en fait, quand on sème, qu'on laboure, voilà, on tue toute la vie du sol. Quand vous labourez, vous retournez la terre, donc les micro-organismes qui sont dans le sol à 20 cm, ils ne sont pas faits pour être exposés à la lumière. Et voilà, quoi. Donc en fait, on sème des plantes qui vont, avec leur système racinaire et leurs différentes qualités, vont remplacer le travail de la ferraille, quoi, le travail de la charrue, le travail, tout ça. Donc en fait, on fait que semer, quoi. Et là, par exemple, là, on a moissonné hier, avant-hier. Donc la semaine prochaine, je vais ressemer des couverts et des plantes qui poussent, qui sont gélives, que j'aurai normalement pas besoin de détruire chimiquement, qui vont geler avant l'hiver. Et dedans, je vais ressemer des céréales. Et en fait, ça va pailler mon sol pour le tenir propre et ensuite faire de la fertilité au sol pour la culture d'après, quoi. Et voilà, donc on a tout changé depuis 4 ans à peu près là. Et on est quasiment autonome en aliments, voilà, quoi. Bonjour. Moi, c'est Monique Vernéjou. On est 4 sur l'exploitation, en polyculture, élevage et maraîchage. J'ai 2 filles qui sont restées sur l'exploit, donc voilà, il a fallu trouver autre chose à faire. On ne pouvait pas s'agrandir de toute façon en proportion, donc on a choisi de faire... enfin, au départ, on faisait du veau de lait sous la mer, ce qu'on fait toujours, mais on fait aussi des chèvres, donc fromage de chèvre, des lapins et du maraîchage. Et tout ça en vente directe, on écoule tout en vente directe et en bio. Voilà. Bonjour tout le monde. Moi je m'appelle Pierre Mogin, je suis exploitant à Saint-Chamond ici. Là. J'ai une petite exploitation où j'ai une vingtaine de vaches limousines comme Jean-Philippe. Là je fais du bovin maigre en plein air intégral. Par contre toute l'année elles sont dehors, quoi qu'il arrive. Et puis j'ai aussi, ce qui fait un petit peu plus bouillir la marmite, un atelier de vaches laitières avec la transformation en totalité de tout le lait en yaourt, produits frais en général, pas de fromage affiné, avec comme clientèle principale les collectivités, enfin les écoles en particulier, écoles et collèges du département. Donc c'est la majeure partie de mon activité et je suis actuellement en conversion agriculture biologique, ce qui correspond à ce que je faisais déjà depuis pas mal d'années, mais disons que c'est un petit peu pour valider de ce que je fais depuis des années, un petit peu pour me démarquer aussi, parce que dans ce secteur-là, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gens qui se sont installés vu le prix du lait, pour transformer en pensant que ça allait être la solution. Et aujourd'hui, c'est un peu parti dans tous les sens, ce qui fait que je suis inquiet sur l'avenir de mon exploitation parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de producteurs qui veulent transformer par rapport au potentiel qui existe sur le département. Donc c'est pour ça que j'ai fait officiellement la démarche de passer en bio pour me démarquer, puisqu'en fait il n'y en a aucun qui sont en bio pour l'instant. Donc, puis bon, de toute façon, moi ça ne me chamboule pas grand-chose puisque je travaillais déjà de cette façon-là. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour l'instant. Oui, avant d'entrer dans le débat, les questions, les échanges,
j'aimerais qu'on fasse un second petit tour et puis que vous nous disiez un peu vos réflexions, chacune et chacun, sur l'avenir de l'élevage, comment vous voyez les choses, comment vous voyez l'évolution, comment vous voyez le rapport aux animaux, voilà, un peu vos réflexions prospectives, quoi, hein, comment vous pensez l'avenir, quoi, par rapport à ça. Dans les choix que j'ai faits quand j'ai commencé mon activité, en fait, c'était que les animaux doivent être sur des prairies et vivent dehors, en fait. Donc, prairies, donc les vaches sont dehors, pour ainsi dire, toute l'année, comme mon collègue. Elles ont une étable, si elles veulent rentrer, se mettre à l'abri, c'est elles qui font leur choix, mais parce qu'il me faut un peu de fumier quand même pour amender mes sols. Et sinon, les animaux sont dehors. Les porcs, c'est pareil. Hein, ils sont dans les sous-bois. Ils sont dehors toute l'année, avec la possibilité aussi, s'ils le souhaitent, ils ont un bâtiment accessible. Et au niveau de leur alimentation, ben voilà, c'est de la prairie. C'est un travail sur la prairie, de manière à avoir des prairies nourrissantes de plantes diverses. Et je complémente aussi avec de la céréale. Donc moi, je suis pas producteur j'ai pas les surfaces, donc la céréale, je l'achète chez un collègue céréalier, en bio bien sûr. Et donc, je prends principalement comme du déchet de céréales. Je pars du principe que pour les animaux, c'est déjà bien, quoi. Du tourteau, bien après des déchets, quoi, du métail, voilà, de l'orge. Et après, c'est leur laisser le temps aussi, quoi. C'est-à-dire que les porcs, on les tue pas avant qu'ils aient 18 mois, pour ainsi dire. Et pour un veau, c'est pareil, on attend qu'il ait pratiquement 10 mois. Et après, sur du bovin, on commence quand ils ont 3 ans, quoi. Donc, c'est laisser le temps aux animaux aussi d'arriver à maturité. Donc, voilà, en ce qui concerne... Après, pour les cochons, c'est pareil. Jusqu'à présent, je faisais des apports en plantes fourragères, c'est-à-dire du chou fourragé, du navet, de la betterave fourragère. Mais depuis 2-3 ans, là, c'est compliqué... avec les caprices de la météo, d'arriver à avoir ce qu'il faut au bon moment. Donc on est en train de tout repasser, les parcelles en fin de compte, sur du trèfle, des choses comme ça, de manière à ce qu'ils aient accès à de la verdure tout simplement tout au long de l'année, quoi. Et un renouvellement des parcours plus intense, on va dire, parce que les cochons ne sont pas ferrés, donc ils passent leur journée à se défouler, à vous massacrer le sol, entre guillemets. Donc il faut quand même une bonne rotation au niveau des parcours pour pas que les arbres crèvent voilà, et qu'ils trouvent toujours de quoi se nourrir. Après voilà, moi je pense qu'une qualité au niveau de l'élevage, c'est des animaux en plein air sur de la bonne prairie, leur laisser le temps de se développer, de ne pas les stresser. On en reviendra après, je pense, sur l'autre partie qui se concernera l'abattage. Je peux en parler ? Et j'ai fait aussi le choix de travailler avec des races rustiques. Donc, comme j'expliquais aussi que j'ai pas énormément de surface, donc mes vaches, c'est des petites vaches qui s'appellent Dexter, qui sont de cette taille-là à peu près. Donc, qui veulent toutes seules, qui, depuis que je les ai, j'ai jamais eu de problème de santé sur ces animaux-là, ça arrive très rarement. Et la viande est très bonne. La différence, c'est que les morceaux sont beaucoup plus petits. Là. Vous ne mettez pas à 2 sur une côte de bœuf. Vous pouvez vous la faire toute seule, il n'y a pas de problème. Après, donc, alors je vais revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, j'ai fait le choix à partir de 2008 de ne plus amener mes animaux à l'abattoir. Donc, j'ai entendu parler des travaux de Jocelyne Porcher, qui est directrice de recherche à l'INRA, et qui travaillait déjà là-dessus. Et donc, je me suis rapproché de Jocelyne et on a commencé à travailler là-dessus à partir de 2013. Et en 2015, on a créé l'association Quand l'abattoir vient à la ferme. Enfin, au début, c'était un collectif. Aujourd'hui, c'est une association qui regroupe à peu près 400 éleveurs, 3 fois plus de consommateurs. Il y a aussi des vétérinaires. C'est soutenu par la Confédération paysanne, c'est soutenu par Nature et Progrès, par Déméter, c'est des labels bio et biodynamie. Par le GIA Zone Verte, qui est un groupement de vétérinaires homéopathes, par la FAD, qui est une association sur la protection animale. Donc voilà, on a créé cette association pour se donner les moyens et de faire évoluer la législation de manière à ce qu'on puisse abattre nos animaux sur leur lieu de vie avec les outils adaptés, comme ça se fait chez nos voisins suisses, autrichiens, allemands. Les Polonais s'y mettent, le Luxembourg aussi, l'Angleterre est en train d'y réfléchir, l'Italie aussi.
Donc dans un premier lieu, comme ils font le plus en Allemagne et en Autriche, c'est des remorques d'abattage qui servent uniquement à la mise à mort de l'animal sur son lieu de vie. L'animal est tué sur place et saigné. Et après, vous avez un délai imparti entre 1 heure et 2 heures pour qu'il aille à l'abattoir le plus proche, où là, il est pris en charge. En fait, l'idée, c'est que l'animal, il arrive à l'abattoir où tout le travail se fait, mais il y arrive mort, en fait. Donc, il ne subit plus le stress, chargement, corridor, chargement, attente en abattoir. Donc, on sait tout ça, ça stresse l'animal. L'animal, une fois qu'il arrive à l'abattoir, il n'a aucune possibilité pour évacuer le stress. Parce que pour évacuer le stress, c'est ou la fuite ou le combat. Donc, quand ils arrivent à l'abattoir, ils peuvent faire ni l'un ni l'autre. Donc, en fait, le stress reste dans l'animal. Et en fin de compte, c'est des viandes qui ne peuvent pas subir une bonne maturation, on va dire. Donc, c'est préjudiciable aussi sur la qualité de la viande. C'est préjudiciable aussi au respect de l'animal. Et moi, j'ai trouvé que c'était préjudiciable aussi à ma vision de tout ça, en fait. Donc, une fois que j'ai dit ça, c'était très bien. Donc, après, il faut savoir qu'en France, c'est strictement interdit, que ça mène à... Ça peut aller jusqu'à 6 mois ferme et à 15 000 € d'amende. C'est pratiqué. Hein. Je suis loin d'être un cas isolé d'avoir fait ce choix-là. Maintenant, à partir du moment en 2015 qu'on a mis en place notre association, on a participé aux discussions quand il y a eu le scandale des abattoirs sur le travail qui a été mis en place par la commission Falorni, qui n'a abouti à rien, il faut le dire. Le seul truc qu'ils avaient retenu, c'est de mettre des caméras, et heureusement, finalement, ça n'aura pas lieu. Lors des états généraux de l'alimentation, on a pu déposer des amendements. La Confédération paysanne a déposé des amendements par le biais de la République en marche et nous par le biais de la France insoumise. Donc ces amendements-là ont été validés en fin de compte et on est parti. Alors personnellement, on aurait dû pouvoir le faire sans aucune date. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est en fait on a droit à 4 ans d'expérimentation alors que le droit européen le permet et sans qu'on soit obligé de passer par une phase d'expérimentation. Bon, voilà. Il a fallu qu'on en passe par là. Maintenant, on est en train de travailler à voir comment on va financer ces outils-là. Donc il y a la remorque d'abattage dans un premier temps, comme je vous expliquais, qui ne peut fonctionner qu'en parallèle avec un abattoir. Après, il y a un autre outil qui existe, c'est le camion abattoir qui, lui, arrive à la ferme et il peut tout faire, en fait. Donc après, si vous êtes équipé avec un labo, une chambre froide, l'animal, il restera chez vous, quoi. Donc tout le monde n'est pas équipé de labo de chambre froide, tout le monde n'a pas forcément la volonté de le faire et d'être en vente directe. Donc en fait, on a aussi toute une réflexion, tout un travail qu'on a commencé à mettre en place avec des abattoirs, ce qu'on appelle les petits abattoirs de proximité. C'est-à-dire qu'ils mettent à disposition une salle de découpe avec un boucher pour faire de la prestation de service, pour soutenir les éleveurs dans cette démarche-là. Parce que notre démarche, ce n'est pas la demande de la fermeture des abattoirs, on a besoin d'eux, parce qu'on a besoin d'eux pour retraiter les déchets, c'est eux qui savent le mieux s'en occuper, pour le stocker les pots et les premiers traitements sur les pots, et puis pour stocker les carcasses aussi, quoi. Donc c'est de repenser la mise à mort de l'animal, c'est-à-dire que ça se passe sur son lieu de vie, quoi. C'est ce qui nous paraissait le plus respectueux et voilà. Donc ça, les pays qui le pratiquent, ça se passe très bien et ils reviendront pas en arrière. Donc nous, on souhaite que ça puisse se mettre en place en France pour les éleveurs qui le souhaitent. C'est pareil, on n'est pas dans une démarche d'imposer. C'est chacun qui voit pour ses animaux. Il faut savoir en France qu'il nous reste moins de 300 abattoirs. Donc il faut savoir qu'il y a des départements aujourd'hui qui n'ont plus d'abattoirs. Donc c'est des distances pour les animaux qui sont quand même assez importantes à réaliser pour aller à l'abattoir. Et c'est compliqué parce que même pour les éleveurs, ça veut dire que c'est 2 allers-retours souvent quand même. Donc il y a un coût économique aussi. Les estimations qui ont été réalisées, si on se sert des outils comme le camion abattoir et la remorque, il n'y aura pas grande différence au niveau du coût pour l'éleveur. Donc, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un mouvement qui s'est mis en place par rapport au respect de l'animal. Bien-être. Bon, moi, sous couvert de bien-être, il faut faire attention parce que ça commence à devenir un fourre-tout aussi. Hein. Sous couvert de bien-être, on a agrandi les cages des poules pondeuses de quelques centimètres carrés. Ça reste comme des poules en cage. Donc, on préfère parler, nous, de travail. On travaille avec nos animaux, dans le sens où c'est avec nos animaux qu'on façonne le territoire tel qu'il est, où qu'on soit, que ce soit sur les montagnes ou dans les marais, que ce soit dans les campagnes. Voilà, c'est l'élevage qui fait qu'on a des campagnes telles qu'elles le sont, quoi.
Voilà, donc après, maintenant on a 4 ans pour expérimenter les outils. Les outils Z10, quand on a lancé ce projet-là, on a mis tous les acteurs de la filière autour de la table, c'est-à-dire les directeurs d'abattoirs, les responsables de la boucherie en France, les responsables des groupements d'agriculture biologique, des biocoop, les services vétérinaires. Donc on a mis tout le monde pour exposer le projet et voir les choses dans leur ensemble, de manière à ce que ça puisse avancer et aller assez vite. Donc de 2015 à 2018 aujourd'hui, ça nous aura mis 3 ans pour commencer à faire évoluer les choses. Maintenant, on part du principe qu'il faut que ce soit le consommateur aussi qui se réapproprie son alimentation à travers nous. On peut pas, sans lui, ça ne fonctionnera pas. C'est comme pour les petits abattoirs, on leur a expliqué que sans nous, ils disparaîtront. Et puis s'ils disparaissent, nous aussi, on disparaît. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble des gens qui souhaitent avoir accès à une alimentation de qualité pour que tout ça puisse exister. Et avoir accès à une alimentation de qualité, c'est aussi de se rapprocher de ceux qui la produisent et de voir avec eux comment on fait pour avoir accès à ces produits-là. Alors économiquement, voilà, c'est toujours pareil. C'est des choses qui doivent être définies entre les producteurs et les consommateurs. Parce que moi, pour ma part, je suis toujours à la recherche de l'explication, c'est quoi un prix juste entre ce que ça coûte à produire et puis je suis conscient aussi de ce que les gens ont pour vivre. Donc voilà, il y a un ensemble de réflexions à avoir qui fait que si on veut que l'élevage puisse continuer à l'avenir, il faudra que les gens se rapprochent et fassent des choix sur leur budget personnel pour leur vie au quotidien, quoi. Je passe la parole à mon collègue. Si vous avez des questions, on y reviendra par la suite. Il a tout dit. Non, mais l'élevage, de toute manière, dans nos régions, c'est la seule solution que je vois pour arriver à entretenir et à garder nos paysages, quoi. On n'a pas trop le choix, et puis c'est pas plus mal comme ça, parce que quand on va dans des coins comme, je sais pas moi, la Beauce ou comme ça, là, c'est lunaire, quoi. S'il n'y a plus rien, quoi. Voilà, quoi. Après, nos animaux, on les élève. Nous, on est des naisseurs, c'est-à-dire qu'ils naissent chez nous, quoi. Donc, comment dire, nos animaux, on les aime, quoi, on les élève, et les animaux, si vous les élevez pas bien, ils font pas de bonnes bêtes. Enfin bon, la viande n'est pas bonne, on fait tout ça, quoi. Donc, le seul moment délicat après, c'est effectivement quand on l'amène à l'abattoir, quoi. Et c'est vrai qu'un abattoir, le problème, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a plus de petits abattoirs. C'est que des grandes usines, quoi, où ça sent la mort, et c'est pas. Pour moi, je pense que c'est pas bien, quoi. Ensuite, c'est sûr que l'animal, il le sent, et ça, vous pouvez. Même nous, on le sent, donc l'animal, il a gardé plus de sens que nous, quoi. Après, c'est aussi aux consommateurs d'arrêter de. Enfin, on est dans une société où il faut tout le temps aller vite, on prend plus le temps de faire les choses, et on va tous au même endroit faire nos achats, quoi. Il faut que tout soit dans le caddie à la fin de la sortie. Et en fait, c'est les grosses firmes agroalimentaires qui, voilà, elles vous fournissent tout, mais elles vous fournissent de la merde, quoi. C'est tout. Donc nous, on faisait de la vente directe. On l'a fait pendant 4 ans à peu près, là. C'est bien parce que ça m'a permis de voir mes animaux différemment. Alors je les voyais en morceaux, quoi, en morceaux de viande, mais de voir vers quel type d'animaux il faut aller quand on achète nos taureaux, vers quelle conformation il faut aller pour avoir la meilleure conformation, la meilleure viande et tout ça, quoi. Ensuite, ouais, c'est compliqué parce que même si quand on vous dit qu'on fait de la vente directe, les gens pensent peut-être que on tue la vache et puis voilà, on la découpe et puis voilà, c'est fini, quoi. On vous la vend et puis alors faut savoir que quand vous tuez une vache qui fait nous on a des poids de carcasse qui font 450 kg de carcasse. Donc ça veut dire que la vache vivante elle fait 800 kg, 850 kg. Et quand votre vache qui fait 450 kg de carcasse, il reste 300 kg de viande à vendre déjà. Donc ensuite, quand vous avez enlevé les frais d'abattage, les frais de transformation, les frais de frigo, et tout ça, quoi. Enfin, c'est vraiment un boulot
c'est vraiment beaucoup de boulot, quoi. Et c'est compliqué d'être dans des zones encore rurales, quoi. Enfin, je pense que si on est près d'une grande agglomération, c'est peut-être plus facile. C'est compliqué à conduire, quoi. Après, on a la satisfaction de vendre notre produit et voilà, notre produit il est bon, on le sait, et parce que dans le circuit traditionnel, quand vous vendez une vache, le marchand il vient, il fait un prix. Bon. Il fait un prix, mais en fait, vous négociez rien du tout, quoi. Déjà, comme nous, on a des vaches qui sont vendues là. Ça fait 2 mois qu'elles sont vendues, quoi. Et voilà. Alors que, en attendant, elles mangent. Enfin, ça continue, quoi. Donc, on est toujours la dernière roue de la charrette. On compense, quoi. Parce qu'en fait, la viande que vous mangez, nous, on fait des vaches. On s'efforce de faire parce que les vaches, c'est quand même suivi, quoi. Il y a un carton par vache qui garantit la traçabilité, quoi. Mais quand votre tâche à l'abattoir, qu'elle est pendue, qu'elle a les 2 oreilles de coupée, c'est fini, quoi. Il n'y a plus de boucle, il n'y a plus rien, quoi. Donc, voilà. Et donc, la majorité des vaches qui sont vendues, c'est des vaches de réforme laitière. Donc, alors je dis pas qu'elles sont pas bonnes, hein, mais nos vaches qui font de la viande sont quand même meilleures, je pense. Ça dépend. Mais après, c'est pareil, oui, ça dépend comment elles sont élevées. Hein ? Oui, voilà, oui. Une vache, si elle est élevée depuis qu'elle est petite, si elle n'a pas souffert, si elle est élevée dans de bonnes conditions, à l'herbe, voilà, avec des céréales qu'on produit, il n'y a pas de raison qu'elle soit pas bonne, quoi. Après, le but, c'est de... c'est sûr que la mort, c'est un passage obligé, c'est pas un truc marrant, et c'est sûr que d'arriver à des solutions comme tu fais, c'est bien, quoi. Parce que moi, je préférerais que mes animaux soient tués en partant de chez moi. Voilà, quoi, qu'ils ne voient pas la mort arriver, et puis c'est fini, en 2 secondes c'est fini, 1 seconde, et puis ils souffrent pas, ils n'ont rien vu, quoi. Et voilà. Moi je suis désolé. Pour l'abattage à domicile, je suis pas très... ça me plaît pas. Mais bon. Parce qu'aussi nos animaux sont pas stressés quand on les charge. Enfin nous, ils ont l'habitude de charger pour aller à notre près, parce qu'on est... Alors, j'ai crié. Oui, je disais, nos animaux sont pas stressés quand on les cherche, parce qu'on les charge régulièrement pour changer de pré. Et elles chargent toutes seules, tranquilles. Donc, elles sont chargées une fois de plus, c'est tout. Et moi, je crains les odeurs aussi. J'aimerais pas que ça sente le sang et tout à côté de la SABU, quoi. Je sais pas si... Ouais, mais moi je le sens. Et bon, pour moi je partirai pas là-dessus. Mais je trouve que c'est pas mal par contre, mais pas chez moi, quoi. Donc voilà. Et pour ce qui est de la vente directe, c'est très difficile. Nous on a tout fait en vente directe, on fait tout en vente directe, mais parce qu'il y a un retour par rapport à nous, aux consommateurs qui sont contents de venir nous dire que voilà c'est bon et tout, mais sinon déjà économiquement je suis pas sûr qu'on s'y retrouve carrément. Et alors après il faut pas compter les heures, quoi. On est 4 sur l'exploitation et c'est une cata par rapport aux heures, quoi. Mais bon, après, c'est un choix. C'est le choix qu'on a fait et voilà. Je pense pas qu'on retourne en arrière. Et on vend sur les marchés et à des paniers aussi. On fait partie de 2 paniers. Et on vend aussi un petit peu à une Biocoop. Donc voilà. Bon, il y avait beaucoup de questions, je crois, dans votre question de départ. Ça concernait les animaux, l'avenir de l'agriculture. Ça va être dur de faire court. Pour l'abattage à la ferme, moi je vous avoue que j'ai pas d'avis. J'ai travaillé dans une autre vie dans des abattoirs en Corrèze, sur l'abattoir de Brive, sur l'abattoir d'Égletons, parce que mon métier m'a amené à y aller. Dans ce que vous avez dit, il y a du vrai, il y a aussi du moins vrai par rapport au stress, par rapport à des tas de choses. C'est compliqué, il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites, c'est sûr, grâce à des lanceurs d'alerte, parce que c'est vrai que
Mais honnêtement, moi où je suis passé, je ne peux pas dire que les animaux étaient maltraités. Ceci dit, c'est clair, quand ils arrivent, ils sont complètement déconnectés du milieu où ils étaient peu de temps avant. Et pour le coup, c'est sûr qu'ils sont stressés, mais voilà quoi, c'est leur destination malgré tout. Alors après, j'ai pas d'avis, hormis le fait que je pense que ça peut être compliqué à généraliser. C'est vrai que dans la vente directe, c'est plus simple parce qu'on a un lot de clients, une cible en face qui va acheter, mais qui est relativement restreinte. Quand on voit les tonnages d'animaux qui sont abattus en France, aujourd'hui, c'est évident que tout le monde ne peut pas abattre chez lui. Mais comme vous le disiez, c'est une démarche volontaire et ce n'est pas une démarche que vous souhaitez imposer ni généraliser. Ça, c'était pour l'abattage. Pour ce qui est de l'avenir de l'agriculture, moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'avenir, j'essaye de le voir un peu plus qu'au-delà des frontières de Saint-Chamond, de la Corrèze et même de la France. Aujourd'hui, le dérèglement climatique, il est généralisé. Et dans les années à venir, on aura des problèmes de toute façon énormes pour nourrir la planète. Si on continue à ne pas avoir de politique par rapport, en particulier, les terres agricoles, on aura d'énormes soucis pour nourrir tout le monde. On ne peut pas continuer à développer de l'urbanisation, développer des projets style Notre-Dame-des-Landes, c'est le dernier en question, prendre des hectares pour faire un aéroport alors qu'il y en avait déjà un. Je ne sais pas, je ne connais pas trop les tenants, les aboutissants, mais c'est juste des petits fantasmes de politique qui veulent se faire plaisir dans leur commune, on a l'impression. Mais il y avait quand même derrière 40 agriculteurs, quoi. Donc, il n'y a pas si longtemps, on a eu la crise du blé en Égypte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que ce genre d'événement, on va en avoir de plus en plus avec les sécheresses, les productions de céréales. Aujourd'hui, la Chine produit ses céréales en Afrique. Quid des producteurs locaux? C'est des petits exemples, mais qui font penser qu'il va falloir réellement se soucier de l'urbanisme, et à tous les niveaux, que ce soit à Saint-Chamond, puisque j'en suis victime, mais aussi ailleurs, quoi. On donne des CU partout, on donne l'autorisation à des gens de vendre des terres pour faire des maisons, et parallèlement, on a 25% de maisons vides sur la commune. Et je pense qu'il n'y a pas, c'est pas lié à cette commune-là. On a des problèmes comme ça partout. À un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions pour savoir si même nous, un jour, on aura de quoi manger. Par ailleurs, on sait qu'on veut développer l'agriculture saine et biologique, n'ayons pas peur des mots. On sait que les rendements ne seront pas du tout les rendements, effectivement, comme dit Jean-Philippe, qui sont pratiqués dans la bosse. Mais on sait aussi qu'ici, dans la façon dont on travaille, je pense qu'on préserve un petit peu plus les abeilles qu'à d'autres endroits. Et si on n'a plus d'abeilles, on n'a plus d'humains. Donc si on veut tous travailler dans une logique un peu moins productiviste, un peu moins utilisatrice de pesticides, il faudra des terres agricoles au moins autant qu'il y en a aujourd'hui. Et ça, c'est à mon avis le vrai problème. Il faut absolument ne plus lâcher un hectare pour l'urbanisation et garder les terres. Toutes les terres qui peuvent être conservées pour l'agriculture, il faut absolument les conserver. Alors on vous dit oui, évidemment, mais non, mais c'est pas la peine de garder les terres, il n'y a plus personne qui s'installe. Non, le problème, il est autre. Il n'y a personne qui s'installe parce qu'il n'y a plus de terre. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas croire qu'il y ait des gens qui ne veulent plus faire ce métier. Comme l'a dit Monique, on ne compte pas les heures. Et moi, j'étais salarié avant, c'est sûr. J'en faisais un peu moins que j'en fais aujourd'hui. Mais quand on fait ce métier, on le fait par passion. Et il y a des gens qui sont passionnés, il y a des jeunes qui veulent faire ce métier. Il ne faut pas les décourager. Moi, j'ai un petit jeune avec moi, il me dit il faut qu'on se barre de cette commune parce que de toute façon, tout ce qui sera constructible, ils vont le construire. J'ai dit non, écoute, on est là, maintenant, ça va être difficile de partir. Lui, il veut s'installer, mais il se pose réellement la question de savoir s'il va le faire parce qu'on n'aura plus le terrain. Alors après, on dit ah ouais, c'est bien la peine de prendre ton terrain, il y a des ronces. Je dis oui, il y a des ronces, mais nous, on n'utilise pas de garlons et d'autres produits, donc il y a forcément des ronces. Et puis les ronces, même quand elles sont passées au garlon, l'année d'après, elles repoussent de plus belle. Donc voilà. Mais si vous voulez, quand on veut tuer son chien, comme on dit, bon bref, c'est comme ça. Enfin bref, je pense que l'avenir de l'agriculture, il se situe plus là. Bon, pour en finir par rapport au problème des prix, parce que je ne vais pas monopoliser le truc, mais je pense qu'il faut arrêter de s'imaginer que les prix pourront augmenter, comme vous dites, le juste prix. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les charges inhérentes à notre métier, elles ont multiplié par 2,5 en 20 ans, en 25 ans. S'il faut qu'on multiplie le prix de la viande par 2,5, déjà enfin de la viande ou des autres produits, je parle de la viande puisque c'est le sujet, par 2,5, je ne sais pas si les gens vont continuer à en acheter. C'est juste impossible. Donc il faut aussi ne pas avoir honte d'avoir des aides de l'Europe pour faire notre métier parce qu'on entretient un patrimoine, on entretient un espace de vie, des espaces naturels. Et il y a beaucoup d'autres secteurs qui touchent beaucoup plus d'argent que l'agriculture, mais on en parle moins.
Évidemment, les agriculteurs, c'est plus facile de les cibler parce qu'on les voit, ils nous font chier avec leurs tracteurs là, et leurs vaches qui puent. Mais en attendant, il y a de l'argent qui est distribué dans d'autres secteurs de l'économie. Il vaut mieux pas qu'on sache tout d'ailleurs. Bref, sans parler de ceux qui vont le cacher ailleurs. Bon, donc je pense que l'histoire des prix, on ne retrouvera pas les niveaux de prix qu'on a eu il y a quelques années qui permettaient aux gens de vivre. Il y a quelques 40, 50 ans, les gens avaient beaucoup moins d'aide, mais le prix qu'ils vendaient correspondait aux charges qu'ils avaient. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est comme ça, c'est un fait. On veut tous, on aimerait tous ne pas toucher les aides qui viennent de l'Europe en disant on veut vivre de notre métier. Mais on vit de notre métier. On vit, même s'il y a des aides, les aides, elles viennent compenser des handicaps, elles viennent compenser une concurrence mondiale qui n'est évidemment pas loyale. Je veux dire, il y a des gens qui travaillent pour 4 € par jour dans des pays pas si loin de chez nous. Bon, sauf que quand ils sont malades, ils ne se font pas soigner, quoi. Mais chez nous, quand on est malade, on a la chance de se faire soigner gratuitement. Ben, ça a un coût, tout ça, et donc, voilà, ça coûte plus cher de travailler chez nous, mais c'est comme ça, et on a un peu plus de confort, un peu plus, entre guillemets, même si c'est pas le top. Ça se dégrade un peu tous les ans, mais on a tendance plutôt à tirer vers le bas que vers le haut. Mais voilà, quoi. On fait un métier qu'on aime, c'est sûr, qui est contraignant, parce que c'est triste. Nous, on est sur la commune, on est 3 agriculteurs. Moi, je peux vous dire, je préférais avoir la moitié de terrain et avoir le double de voisins, quoi. Parce que même si un jour on a un gros souci, on est incapable d'aller aider le voisin et il est incapable de venir nous aider parce qu'on est tous au taquet en permanence. Voilà, c'est l'évolution de l'agriculture. C'est pas mieux mais que ce que c'était avant. Et avant, quand on faisait les foins, on était 5 dans les prés. Le soir, quand j'étais gamin, je venais faucher à la combette. Et le soir, on mangeait un plat de fraises. Il était 11 h du soir. On était crevés, mais on avait passé une bonne journée. Et puis voilà. Ça n'existe plus. Je suis tout seul pour faire mes foins sur mon tracteur. Et il y a des moments où je m'emmerde, quoi. Mais c'est comme ça. C'était une autre vie. C'était toujours mieux avant, mais bon. Mais oui. On a appris ça il n'y a pas longtemps avec la manifestation des paysans qui bloquaient les raffineries. Oui. Les raffineries, parce qu'elles importaient de l'huile de palme pour faire marcher nos voitures. Et maintenant, je viens de voir que dans la Bosse, il y en a un tiers qui est gris, couleur colza. C'est pas pour nous alimenter, c'est pour marcher les voitures. Oui, on peut faire tout un débat sur les biocarburants parce que c'est sûr que c'est bien d'utiliser l'huile de colza, mais le bilan carbone à la sortie, je ne suis pas sûr qu'il soit très bon. Mais bon, ça donne bonne conscience. C'est comme quand on veut poser des éoliennes partout et qu'il n'y a pas de vent. Mais bon, ça, c'est pareil. C'est pour se donner bonne conscience et se dire on fait quelque chose pour la nature. Ouais, c'est beau, mais ça coûte cher. Surtout le béton qui est en dessous, c'est très beau. Bon. D'autres questions? Oui. D'abord, je vous remercie parce que c'était vraiment super. J'avais 2 questions. La première, c'était sur les aides à la conversion en bio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment ça marche et si vous avez pu en bénéficier parce que c'est pas super point. Et puis la deuxième question, c'était sur l'expérimentation de l'abattage à la ferme. Comment ça va se passer? Il y a un suivi qui est prévu et une évaluation à la fin des 4 ans. Comment ça va se passer à la fin? Alors pour les aides à la conversion, moi j'ai commencé cette année, donc j'ai effectivement déposé les dossiers, mais j'ai envie de vous dire, quand elles viendront, on les prendra, mais on va éviter de compter dessus pour faire nos budgets prévisionnels. A priori, ça continue à exister. Ça compensera un peu le surcoût des contrôles des aliments un petit peu plus coûteux en ce qui me concerne. Pour d'autres, je pense que c'est plus compliqué, mais Monique qui est en bio depuis pas mal de temps va vous dire si elle les a touchés, mais je sais qu'ils ont beaucoup traîné pour donner ces aides-là, et c'est aussi à l'image de l'hypocrisie générale où on dit il faut aider l'agriculture biologique, et où les gens ont entendu 2 ans, 3 ans, se sont retrouvés interdits bancaires parce qu'ils attendaient après les aides européennes à la conversion, et qui, en attendant, il fallait manger aussi, quoi. Donc moi, je n'ai pas de réponse, j'espère qu'un jour je les toucherai. Mais sinon, on essaiera de faire ça, quoi. Mais enfin, je compte un peu dessus quand même. Oui, les aides bio, c'est très compliqué, effectivement. La conversion, il y a 2-3 ans de retard, mais même sur les aides normales, quoi. Les dossiers sont étudiés, pareil, 2-3 ans en retard. Donc, on ne sait pas trop où on va. Il ne faut pas se baser là-dessus pour faire les budgets, c'est vrai.
Mais après, on va en prendre l'habitude. C'est normal pour un paysan d'attendre. Moi, pour ce qui concerne les aides, je ne sais pas, parce qu'en fait, je ne les ai jamais demandées, je ne les ai jamais prises, vu que j'ai fait le choix d'abattre mes animaux sur place, donc ça me paraissait compliqué de demander des primes pour les bêtes. Donc voilà. En ce qui concerne l'abattage, pour revenir à votre question, là, on a 4 ans pour expérimenter les outils. On est en train de voir c'est comment on va mettre en place l'examen post-mortem et anté-mortem, en fait. Parce que longtemps, les vétérinaires locaux étaient habilités à faire cet examen-là, pour voir si l'animal, avant l'abattage, il est en bonne santé. Et après, pour voir s'il n'y a pas de souci une fois qu'il est mis en carcasse. Et ça leur a été retiré il y a déjà plus de 20 ans. Donc, de manière à ce qu'il n'y ait plus que les techniciens en abattoir qui puissent le réaliser, en fait. De manière à ce qu'on ne puisse pas faire autrement que de passer par l'abattoir. Donc là, ça va être décidé à partir du moment qu'on aura décidé qui va financer quoi, en fait. Est-ce que les outils vont être mis... est-ce que c'est une CUMA, par exemple, un groupement d'agriculteurs qui va investir sur une remorque ou sur un camion? Est-ce que c'est le département qui va financer? Est-ce que c'est l'abattoir qui va décider de s'équiper? Pour l'instant, on est en train de voir ces discussions qui ont commencé. Donc, il va falloir un petit peu de temps pour tout définir. On travaille aussi avec des vétérinaires. Parce que souvent, ce qui revenait, quand même, c'était le côté sanitaire qui va réaliser les contrôles sur les carcasses, quoi, sur les animaux. En fin de compte, ça et puis les problèmes des déchets, en fait, ils nous reprochaient des choses en fait, qui ont toujours été autorisées, par exemple, pour les chasseurs, quoi. Donc, il ne s'agit pas de dénigrer les uns envers les autres. C'est juste que si c'est faisable d'un côté, ça doit être faisable pour les autres aussi. Donc, voilà. On nous a toujours présenté les choses comme étant quelque chose de problématique alors qu'on n'a que des solutions à proposer. Voilà, il ne faut pas oublier qu'en France, le lobby de la viande, Bigard et compagnie, ils sont extrêmement puissants parce qu'ils ça brasse énormément d'argent quand même, faut pas se leurrer. Et la problématique, c'est l'élevage industriel en fait. C'est notre source de problème à nous tous. Ce qui est une problématique de notre environnement. 60% des terres elles sont mortes, pour ainsi dire, en France, dans tout ce qui est conventionnel. L'eau est polluée. Les animaux qui sont élevés dans les conditions telles qu'ils sont élevés en élevage industriel, il faut savoir, c'est des animaux qui sont sous antibiotiques, sous antidépresseurs, sous probiotiques pour engrossir encore plus vite, avec des délais beaucoup plus courts. Donc ils ont tout misé uniquement sur la rentabilité. Et voilà, c'est ce qui a engendré tous les problèmes qu'on vous a exposés et auxquels on voit bien. Alors moi, contrairement aux voisins, moi je pense que la Terre elle est en capacité de nourrir encore bien plus de personnes qu'il n'y en a aujourd'hui, à partir du moment qu'on la respecte et qu'on revient en discussion de ce matin. Il y avait un débat sur l'arboriculture, sur la permaculture, ça c'est l'avenir. Il y a des céréaliers qui recommencent à mettre des arbres sur les terres à céréales et ils s'aperçoivent que les rendements commencent à être en hausse, quoi. Parce qu'à l'heure actuelle, les rendements sont en baisse en conventionnel. Donc si on rebascule en respectant la terre et en ramenant tout ce qu'il faut, c'est-à-dire l'ensemble tel que ça a été un peu expliqué tout à l'heure, il y aura de quoi nourrir largement. Le problème derrière, c'est qu'il ne faut pas oublier un nouveau truc aussi, c'est que les industriels, ils sont partis sur notre démarche aujourd'hui, ça va être la nourriture in vitro, quoi. On est parti sur la viande, ils ont compris, ils savent le faire maintenant. Le steak à base de cellules souches mis en culture, ils savent le faire. Donc c'est ça qu'il y a derrière après, qu'ils sont en train de préparer en fait. C'est une alimentation toute fabriquée en fait, qui sera faite en usine directement. Il n'y aura plus besoin d'animaux, juste des cellules. Et à partir de cellules, on mettra en culture et on produira de l'alimentation. Ça, ils sont bien en avance là-dessus, que ce soit la France, les Pays-Bas ou les États-Unis. C'est subventionné à coût de milliards et ils vont très vite. Donc en fin de compte, on représente peu et ils n'ont pas spécialement envie de nous voir nous développer parce qu'ils ont déjà autre chose dans les tuyaux, quoi. Si on arrête l'élevage industriel, il va s'arrêter parce qu'il est subventionné, quoi. Si on arrête les subventions, il s'écroule. Donc, et puis comme les gens commencent à être un peu plus regardants sur la manière dont les animaux sont élevés, l'alternative, ça ne va pas être forcément de nous aider plus nous, mais ça va être d'aller plus rapidement vers la mise en place de cette nouvelle alimentation à base de soja et à base de cellules souches de toutes sortes de plantes ou d'animaux qui sera transformée, voilà, qui nécessitera plus d'élevage, plus de tout ça. Et donc on pourra avoir des usines à bouffe en ville, voilà.
quelqu'un veut rajouter quelque chose? Donc, il y avait une question par ici, et après on vous prend. Non, il n'y avait pas une question par ici tout à l'heure? Oui, c'était comment vous assumez le fait que j'ai bien comprendre que vous essayez d'avoir une meilleure autonomie en amont en produisant vos propres aliments, en les produisant de la manière la plus propre possible ici, sur ce lieu, et ensuite d'être contraint ou d'avoir fait le choix, même si c'est un choix contraint, d'aller finir que les aliments soient finis en Italie, dans une filière, sur des territoires sur lesquels on sait par contre là-bas les productions sont énormes, et où vous avez en plus, ce que vous disiez, vous vendez des animaux, vous ne fixez pas le prix de vente, un animal qui est entre guillemets pas fini, et du coup, la valeur ajoutée, vous l'avez pas. Du coup, comment vous arrivez à assumer ça, ou à réfléchir à une évolution future de votre exploitation? Mais, ça, disons que le problème, c'est ça. Le problème, c'est les animaux qui partent en Italie, qui font des longs voyages. Et l'Italie, là-bas, c'est la plaine du Pô. Ils ont des rendements de maïs extraordinaires. Donc, en fait, l'alimentation leur coûte moins cher que chez nous, quoi. Mais après, quand vous voulez faire ça chez nous, vous pouvez pas. Enfin, vous voyez la ferme de Milvaux, le raffut que ça fait, quoi. Alors que les animaux, ils restent chez nous, quoi. Ils font pas de voyage. Ils sont engraissés dans des conditions. C'est comme ça qu'on engraisse les animaux. Ils sont pas maltraités. Ils sont dans des box. Ils sont paillés. Enfin bon, c'est comme ça qu'on engraisse les animaux, quoi. Donc après, c'est un. Je sais pas quoi vous dire. Mais Le problème des veaux d'Italie, c'est- je le dis, c'est qu'en France, c'est pas un produit qu'on mange. Le problème de l'exportation des broutards, c'est que nous, on est un pays de naisseurs. Et c'est une viande, ce qu'on appelle le jeune bovin, qui est abattu entre 16 et 24 mois, on va dire. C'est une viande qu'on ne consomme pas en France, hormis un petit peu dans la vallée du Rhône et dans le sud de la France. Mais les gens en France, quand ils veulent du bœuf, ils veulent qu'il soit rouge. Quand ils veulent du veau, ils veulent qu'il soit blanc, même si c'est complètement aberrant, mais c'est comme ça, c'est éducationnel. Et une viande rosée, c'est-à-dire du jeune bovin qui est engraissé, à la sortie, ça donne une viande rosée. Et les gens n'aiment pas la viande rosée. En Italie, ils ne mangent que ça. L'Italie, la Grèce, l'Espagne mangent beaucoup ces produits-là. Nous, on n'en mange pas. Et eux, par contre, ils n'ont pas les terres pour faire naître. Donc au départ, l'origine du veau d'Italie, ça a été ça. C'était de dire, nous, envoyez-nous les veaux qui ont de 7 à 9 mois, et nous, on les finit parce que nous, on les consomme sur place. Donc l'origine, c'est ça là. Alors après, s'il y a un côté, comme tu dis, la plus-value, enfin, on sait où elle n'est pas, mais on ne sait pas où elle est. Il y avait une autre question juste avant vous. Après, je vous donne la parole de monsieur à chapeau là. J'ai lu dans le programme un intitulé Éleveur contre vegan. Je crois que je n'ai pas entendu le mot vegan. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a envie d'en parler. Moi, je suis prêt à débattre avec n'importe qui sur n'importe quoi, mais je ne sais pas s'il y a des gens non, mais il y a peut-être des gens dans l'assistance qui sont concernés par ça. Enfin, je ne sais pas, on peut en discuter. Oui, effectivement, c'était dans le programme. Vous voulez que je justifie mon titre? Oui, nous on a dans nos consommateurs. Juste pour préciser, parce que j'avais mis ça avec un point d'interrogation, et dans mon esprit, c'est pour ça que je n'ai pas invité de vegan, j'aurais très bien pu faire, hein, bien sûr. Dans mon esprit, c'était de se dire, est-ce que le débat, parce que le débat quand on est à la télévision, c'est ça, hein, on a un journaliste, la patenté, qui est d'un côté, on a notre ami quelquefois de l'autre côté de l'INRA, et puis finalement, il n'y a pas vraiment de débat parce que ils ont chacun leur position et puis il n'en sort rien. Donc dans mon idée, quand j'ai pris ce titre, c'était de me dire est-ce que on peut se limiter uniquement à cet affrontement, ou est-ce que, ce que je souhaite moi, on peut essayer, ce que j'ai dit en introduction, d'avoir une réflexion qui soit ni complètement d'un côté, ni complètement de l'autre, et de voir comment, c'est ce qui a été dit là, hein, comment on peut avoir des pratiques et une pensée du présent et du futur qui soit ni dans une position de ne rien faire, ou ni dans une position de tout refuser.